Bonjour, merci de nous accorder ce petit moment d'échange. Je vais te laisser exposer ce que tu as envie de dire de toi pour les gens qui ne te connaissent pas. Bonjour Johan. Tout mon parcours sportif m'a vraiment permis d'accumuler des expériences différentes, de m'enrichir de ces expériences, de m'enrichir de rencontres, de m'enrichir d'outils de préparation mentale aussi, complétés avec un cursus de formation en méthode Target. Ça m'a permis vraiment de me renforcer et vraiment de découvrir le monde, de me découvrir moi-même et de découvrir un petit peu ces deux-là, tout dans cette humilité que je pense, à un certain moment, on est obligé d'avoir quand on évolue dans ce domaine de la nature, parce que la nature, elle reste toujours plus forte, la nature, elle reste indomptable, et plutôt que de se battre contre la nature, il faut savoir faire avec, s'adapter à elle. Je fais des conférences auprès des entreprises pour faire ce pont, cette passerelle entre le sport, sport de haut niveau et le monde de l'entreprise, puisqu'il y a beaucoup de passerelles, il y a beaucoup de liens et de choses bénéfiques auxquelles j'apporte des éléments de préparation mentale, puisque, donc j'en viens à ce deuxième aspect, je suis donc préparateur mental, c'est-à-dire que j'accompagne dans l'entreprise, dans le sport, dans le milieu étudiant ou dans tous les autres milieux, j'accompagne les gens pour qu'ils puissent eux aussi atteindre l'objectif en optimisant leur potentiel mental. Donc voilà, ça c'est plus le cœur de mon activité. Alors il y a un truc qui est marquant dans ton partage, c'est que tu parles beaucoup de voyage intérieur, de détermination, et j'ai l'impression que au plus tu avances dans ta carrière et dans l'âge, au plus ce voyage intérieur est marquant dans tes aventures. Je vais répondre à cette question en racontant succinctement mon expérience de mon premier 24 heures. Oui. Au 100e kilomètre, j'ai une ampoule sous un ongle, sous un orteil, et ça arrache mon ongle. Quand on a un ongle qui s'arrache avec une ampoule, c'est une douleur, je ne sais pas comment la décrire, c'est une onde de choc. Vraiment, c'est une onde de choc qui traverse tout son corps, parce que il y a ce lien nerveux entre l'ongle et le corps qui s'arrache vraiment, et c'est une impulsion électrique, mais qui est vraiment douloureuse. Quand on en est là, on pourrait se dire, voilà, j'ai les pieds qui commencent à être défoncés, tac, je mets le clignotant, j'arrête et tout, machin. Mais là, on est en plus, surtout, juste pour préciser, quand même, 100 km, c'est la moitié. J'ai fait 260 km, donc voilà, c'est même pas voilà, donc bon. Donc on est loin de l'arrivée. On est loin de l'arrivée, voilà. J'en suis à peu près à 8 heures de course, un tiers de la course en termes de temps. Et là, on continue à avancer. Déjà, c'est une première étape dans ce voyage intérieur. C'est-à-dire qu'on se rend compte que oui, j'ai une douleur qui en temps normal pourrait m'arrêter tout, comme quand on se cogne un pied dans une chaise ou quoi que ce soit, ce qui est arrivé à tout le monde, le petit orteil là qui se prend dans la chaise. Et là, la vie s'arrête, on se met dans le canapé, on est mort, surtout quand on est un homme. Enfin voilà. Et non, là on continue. C'est une petite chose, mais on se rend compte qu'on peut continuer malgré une douleur aussi vive. Quand j'en arrive à 16-17 heures de course sur ce premier 24 heures, j'ai les jambes, c'est des bouts de bois. J'ai les cuisses explosées. J'ai des douleurs, des douleurs musculaires qui sont. J'avais jamais vécu ça. Il me reste 7-8 heures à courir. J'avais jamais vécu ça. C'est-à-dire que là, je m'arrêtais, je m'allongeais, je ne me relevais plus. C'était plus possible. Et malgré tout, pendant ces 7-8 heures, j'ai fait plus de 70 km. Avec des jambes qui me tenaient plus. Ouais. C'est-à-dire que mon mental, ma motivation, ma détermination m'ont permis de continuer à progresser malgré des jambes qui ne me tenaient plus. À l'arrivée, coup de pistolet final, 24e heure, tout s'arrête. Mon titre de champion de France, j'avais fait 254 km. Je m'arrête, je m'allonge par terre. Je ne me relève plus. Je me relève plus au point que le médical, il vient de me chercher en bras à porteur, il m'emmène jusqu'au médical. Je reste allongé sous perf pendant une heure et demie. Après, il m'emmène en fauteuil roulant parce que je pouvais plus me tenir debout, mais même tenir debout, j'y arrivais pas. Marcher, c'était même pas la peine. Il m'envoie en fauteuil roulant jusque à la cérémonie des médailles, parce que j'étais champion de France. Je suis comme ça avec le premier et le deuxième à côté de moi. C'est le premier et le deuxième qui me tiennent. Ils s'en vont, moi je m'effondre par terre. C'est eux qui me tiennent, je ne tiens plus debout.
c'est vraiment quelque chose de fou. Hein. Et même, je pourrais même aller le lendemain quand je suis revenu chez moi. Je vais sur une aire d'autoroute pour aller au sanitaire, mais c'était 2 cm par 2 cm pour arriver, quoi. C'était vraiment très délicat. Donc là, je raconte un peu comment j'ai été au terme de mes 24 heures. 7-8 heures avant l'arrivée, j'étais déjà dans cet état-là. Ouais. J'étais déjà dans cet état-là. Et là, ce voyage intérieur, justement, c'est de me dire, on a l'impression qu'au bout de 17 heures de course, c'est la fin de ma vie, je ne peux plus rien faire. Et malgré tout, on arrive quand même à faire 70 km, enfin 7-8 heures et 70 km au final. Donc c'est de se dire, ouais, j'ai l'impression que je ne peux pas aller plus loin. Mais non, mais en fait, je peux aller plus loin. Parce que j'étais déterminé, j'avais cette volonté d'aller le plus loin possible, de faire le maximum de distance et de repousser vraiment mon potentiel encore et encore et encore, de pousser à bout. Et on se rend compte que physiquement, mentalement, parce que là, c'est les deux en fait. J'ai parlé du côté mental, avec cette notion qu'on n'a plus de jambes, qu'on est cuit et qu'il reste encore 7 heures de course. J'ai parlé du physique, avec les cuisses qui sont explosées et malgré tout, je continue à faire 70 km. Et on se rend compte que le potentiel, notre potentiel, enfin mais notre, parce qu'on est tous fait pareil, quand on a notre chance, on peut vraiment aller encore plus loin. Et moi, ce qui me motive dans ce genre de défi, quand j'en arrive à ce niveau de fatigue, c'est de me dire, il y en a dans leur vie, ils souffrent d'un handicap et ils ont cette souffrance que moi j'ai vécue pendant 6-7 heures, mais eux ils l'ont toute leur vie et eux ils n'ont pas le choix de faire avec parce qu'ils l'ont et ils peuvent pas la quitter. Moi, quand je suis à 16-17 heures de course, il me reste plus que 7-8 heures de course à faire. Qu'est-ce que c'est que 7-8 heures de course à faire? Quand je serai arrivé au terme de mes 7-8 heures de course et j'aurai tout le temps que je veux pour récupérer, et dans 1, 2, 3 mois, voire 2 semaines même, je marcherai normalement, je serai nickel et tout, je serai de retour dans ma vie classique. Alors de quoi je vais me plaindre pendant ces 6-7 heures? C'est quoi 6-7 heures? Et la question qui me vient là par rapport à ce que tu partages, c'est que c'est un combat, j'ai l'impression, entre le mental et le physique. Mais le mental, tu arrives à le dompter, mais il n'y a pas un moment donné où tu te dis, là, je vais me mettre en danger physique. Et quand est-ce que tu te dis, là, c'est trop? Parce que bon, là, tu parles autour d'une piste, c'est les genoux, les cuisses, etc. Mais il peut y avoir des moments où tu te mets en danger vraiment. Et comment tu gères ça, cette limite? Parce qu'au final, ça peut être fatal aussi, dans une certaine mesure. Enfin, comment tu arrives à te jauger? Il y en a qui s'écroulent aussi. Enfin. Ça m'est arrivé 2 fois d'avoir très très peur pour ma vie, enfin pour moi, vraiment pour ma vie. C'est lors en 2014 de la Transmartinique où j'étais en tête de course et il faisait très 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 chaud. On était au centre de l'île, dans les champs de bananiers. Et là, je m'arrête à un ravitaillement, mais en surchauffe, vraiment en surchauffe. Mais j'avais rarement, pourtant la chaleur, c'est quelque chose que je supporte en général assez bien quand j'y suis acclimaté. Ouais. Mais là, j'ai vraiment énormément souffert. J'arrive au ravitaillement, je m'allonge, je me fais asperger, arroser, j'arrive pas à redescendre ma température. Je suis quelqu'un qui récupère habituellement très bien. C'est-à-dire que moi, je finis un UTMB, 2 minutes après, je suis en train de boire une bière au troquet qui est juste à côté. Hein. Je récupère vraiment très très bien. Là, au bout d'un quart d'heure, j'étais toujours essoufflé, j'avais toujours le palpitant à 150. Ouais. Et là, il faisait toujours cette chaleur. Et là, j'ai eu peur. Tu parlais tout à l'heure que tu as arraché l'ongle, mais tu dis je vais y aller quand même. Est-ce que là, à un moment donné, dans ta tête, tu te dis ok, je suis en surchauffe, j'ai jamais été comme ça, mais mentalement, je suis capable de traverser ça? Autant sur un 24 heures, comme je le racontais, un ongle, des cuisses, c'est physique, c'est musculaire. On sait que voilà, ça va demander du repos après. Mais de toute façon, après un objectif, c'est forcément du repos. Donc peu importe. Oui, c'est une douleur, mais c'est une douleur instantanée. C'est pas enfin le cœur, quand ça attaque le cœur, la respiration, là c'est quand même un peu plus délicat, quoi. Et là sur cette Transmartinique, c'était clairement le cas. Mais en marchant, prenant le temps, en soufflant, en fait, en se déconnectant de l'objectif initial, qui était une performance, hein, clairement, une victoire, parce que je l'avais remporté l'année d'avant en plus, donc forcément, l'idée c'était de le remporter. On se déconnecte un petit peu de cet objectif, on se refixe un objectif, on réadapte son objectif par rapport aux sensations du moment. Elles peuvent être supérieures ou inférieures, là en l'occurrence c'est inférieur, donc j'ai rebaissé.
Et puis, je me suis dit, bon, bah, je suis venu à la Martinique, je l'ai faite l'année dernière. Bon, je ne fais pas le résultat escompté, mais il faut que je continue à avancer. On verra bien, ça va déjà un peu mieux. Le fait d'avoir marché, bon, je sais qu'il va faire plus frais quand la nuit va tomber. Peut-être ça ira encore mieux. Si jamais vraiment ça ne va pas mieux, bah, j'arrêterai. Mais vraiment prendre le temps de s'écouter, prendre le temps de réfléchir vraiment à son objectif et de recalibrer son objectif par rapport à ça. C'est important ce que tu dis parce que en fait, on a l'impression que tu es inconscient, il y a une forme d'inconscience, mais en fait, pas du tout parce que quand tu parles des 24 heures où tu as l'ongle qui s'arrache, tu te dis ok, c'est de la douleur, mais ce n'est pas inconscient au sens que tu t'embrigades pas dans quelque chose d'irréversible pour ta santé. Et donc, voilà, alors que dans l'expérience là à Martinique, c'est pas pareil. Donc, tu as conscience de ta limite et tu t'adaptes en fonction de ça, quoi. Ouais, mais il faut toujours faire les choses en conscience. Enfin, moi, je prône ça aussi, hein, vraiment faire les choses en conscience. C'est ce qu'on appelle se connaître. Hein. Oui. Qui vient avec l'expérience. Dis-nous un petit peu le lien qu'il y a avec l'intensité de l'entraînement nécessaire pour en arriver là. Après, l'intensité de l'entraînement, c'est pas tant ce qui compte pour moi, parce qu'on a tous des niveaux de performance différents. Ouais. Alors effectivement, plus on va, s'engager dans une discipline et plus on va augmenter, logiquement, normalement, plus on va augmenter notre potentiel de performance. Oui. Mais quand on se prépare pour un objectif, pour moi, mais on n'a pas tous, le même temps disponible pour s'entraîner, on n'a pas tous le même environnement, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc pour moi, ça c'est vraiment une chose, ce facteur performance. Mais il y a ce facteur préparation, c'est-à-dire que j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, notamment par rapport à l'acclimatation. Oui. Quand je me suis préparé pour le marathon des sables qui est en avril, donc on sort nous de l'hiver, donc il fait froid, là-bas il fait 40 degrés quand on court. Bah, il faut essayer de s'y acclimater, ce n'est pas facile. Ouais. Donc moi, clairement, alors c'est un exemple, je m'entraînais sur le home trainer avec une veste thermique. D'accord, voilà. Ouais. Pour augmenter artificiellement la chaleur de l'environnement et de mon corps. Pour essayer de m'y adapter, même si ce n'est pas la même chaleur, mais au moins essayer de s'y rapprocher avec les outils qu'on a à disposition. Oui. Clairement, quand je prépare à 24 heures, en fait, l'idée dans l'entraînement pour moi, et quel que soit le niveau de performance, c'est vraiment d'adapter l'entraînement par rapport à son objectif. C'est-à-dire de prendre son objectif, de définir les points spécifiques de notre objectif et d'essayer de les intégrer à nos entraînements individuellement. C'est-à-dire que pour un 24 heures, eh bien, je vais faire des entraînements sur 2-3 heures. Je ne vais pas faire courir 24 heures à un entraînement, mais sur des entraînements de 2-3 heures, me focaliser sur mon alimentation. Ouais. C'est un facteur spécifique du 24 heures, savoir s'alimenter. Donc, je vais travailler là-dessus. Sur un autre entraînement, je vais m'entraîner entre 2h et 5h du matin. Parce que je sais que biologiquement, c'est l'heure où moi j'ai cette envie de dormir, où j'ai mes facultés qui diminuent, mes facultés physiques qui diminuent. Donc, pour me préparer à ça, je vais m'entraîner entre 2h et 5h pour m'y habituer d'une part, et puis mentalement, pour me rassurer par rapport à cette phase où d'habitude, je suis un peu en phase de sommeil. Donc, ça va me permettre de me rassurer. C'est travailler sur tous ces facteurs. Si on va faire un trail en montagne, ça va être travailler le dénivelé, la longueur des montées ou des descentes, parce que les descentes sont très difficiles. L'altitude, si on fait un trail de très haute montagne où on va monter à 3500 mètres, eh ben, il faut aller s'entraîner à 2500-3000 mètres pour adapter son corps. Quand tu vas gravir une haute montagne type l'Everest, eh ben, tu te dois d'aller faire des sommets élevés avant pour adapter ton corps, t'adapter à cet aspect spécifique. Mais tu vas aussi devoir t'adapter peut-être au sommeil en bivouac, parce que c'est quand même spécifique, et si tu n'es pas habitué à dormir dans des conditions un peu rudes, quand tu vas être en haute montagne, tu ne vas pas pouvoir récupérer au maximum de tu vas pas pouvoir optimiser tes facultés de récupération, donc tu seras plus fatigué. Donc ça va avoir une incidence sur tout le reste en termes de performance, qui va être là en l'occurrence d'atteindre un sommet. Donc c'est vraiment de prendre chacun de ces aspects de la préparation pour le travailler individuellement et arriver sur cet événement le mieux possible. Tu as parlé de lien entre la préparation mentale et l'entreprise, etc. Est-ce que tu peux nous partager quelques éléments que tu as l'habitude de partager au public entreprise sur ces passerelles que tu fais? Ouais, alors moi, un des facteurs principaux, c'est l'objectif, c'est la définition de l'objectif. Ouais. Mais après, il y a tout.
si je fais le plan global, ça va être sur lesquels, ça va être déjà la définition de l'objectif, avoir un objectif qui correspond à ses compétences, à son potentiel. Ça va être tout ce qui est préparation, donc se préparer pour cet objectif, comme je viens de l'évoquer là par rapport aux spécificités de l'objectif. Donc ça va être ça, mais dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, parce que quand on a un projet et toute cette gestion de projet, elle se fait de la même manière quelque part. Et après, l'après-projet, pour moi, qui est l'après-objectif, qui est aussi important, c'est cette gestion de l'après-objectif, de cette déprime d'après-objectif, parce que objectif réussi ou objectif échoué, il y a toujours une petite déprime après. Pourquoi ? Parce que ce pourquoi on s'est préparé pendant tant de temps, c'est fini. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais ? L'idée, c'est par une pratique du sport de haut niveau, comme moi je peux la pratiquer, de faire ces liens, parce que le sport, ça parle quand même à beaucoup de monde par sa pratique. Et par une chose pratique, par un exemple, par mon exemple de sportif, montrer aux entreprises que c'est très similaire et qu'on peut faire des passerelles et des liens, se visualiser quelque part son objectif entreprise similaire à un objectif sportif. D'accord. Alors, je sais que j'ai eu souvent l'occasion de l'utiliser, mais toi, tu précises que tu n'aimes pas trop ce terme. Moi, j'utilise beaucoup dépassement de soi, et toi, tu dis, je préfère optimisation du potentiel. Alors, on a eu l'occasion d'en discuter du coup, mais tu peux nous dire pourquoi tu préfères optimisation du potentiel à dépassement de soi, comment tu… Ouais, alors effectivement, dépassement de soi, c'est un terme qui est toujours utilisé, effectivement, et on le comprend dans la définition, on voit ce que ça veut dire. Moi, clairement, si on prend la terminologie exacte, si on parle de dépassement de soi, ça veut dire qu'on va au-delà de son potentiel. Et on ne peut pas aller au-delà de son potentiel. Physiquement, c'est pas possible. Enfin, pour l'instant, en tout cas, ça me paraît pas possible. C'est-à-dire qu'une voiture qui est bridée à 220 km/h, on va pas pouvoir la faire aller à 300 km/h. C'est pas possible. Donc, pour un homme, c'est la même chose. Que j'ai coutume aussi de dire que le corps humain, c'est le véhicule de son âme. Et pour le coup, le véhicule, s'il est bridé, on va pas pouvoir le repousser plus loin. Donc moi, je suis plus dans l'optimisation du potentiel parce que je reste convaincu qu'on a un potentiel qui est énorme, qu'on est très, 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 très loin de l'avoir atteint, tous autant qu'on est. Et moi, c'est un peu ce que je vais rechercher justement, ce que j'évoquais tout à l'heure dans mes différentes disciplines et dans l'évolution de ma pratique, c'est d'aller toujours repousser ce potentiel auquel je suis arrêté pour l'instant parce que je suis persuadé que mon potentiel final, il est bien plus loin. Donc, c'est vraiment l'optimisation de ce potentiel. Et en tant que préparateur mental, justement, l'objectif, c'est d'accompagner, comme je disais en préambule, d'accompagner les gens, que ce soit sportifs, entrepreneurs, entreprises ou étudiants ou autres, d'accompagner ces personnes pour aller optimiser leur potentiel et donner le meilleur d'eux-mêmes. Je reste convaincu que la détermination surpasse les facultés biologiques. Je vais être très terre à terre, c'est-à-dire que quand j'avais 12-13 ans, je faisais des courses sur route en Normandie parce que voilà, comme je le disais, on allait sur toutes les compétitions des petits. Moi, j'étais très loin des podiums. J'étais très loin des podiums. J'étais pas sur les podiums. J'étais premier tiers de course, quoi. Bon, c'est déjà très bien. C'est pas non plus exceptionnel. Oui. Mais mon avantage, c'est que j'ai toujours été persévérant, déterminé et que au lycée, j'étais en internat au lycée. Au lieu d'aller au bar et faire la fête et tout ça, moi, j'étais en train j'allais courir. Bon, aussi parce que j'ai toujours été introverti. Quand j'étais jeune, j'étais très introverti et du coup, c'était un peu mon monde et un peu mon refuge que le sport et la course à pied. Donc, j'allais m'entraîner. Quand il y a eu les études, quand j'ai fait mon DUT, moi, j'allais m'entraîner régulièrement. Pendant que les autres, ils faisaient la fête le jeudi soir. C'est ça. Mais en fait, ce niveau que j'avais quand j'étais 15 ans, comme 12, 13, 14, 15 ans, comme je le disais, où j'étais premier tiers de peloton, au fil des années, quand les autres, ils s'en vont parce qu'ils préfèrent faire la fête ou ils ont les études ou les machins ou ceci, moi, j'ai persévéré, j'ai toujours été déterminé et j'ai atteint mes objectifs. Et pour moi, il y a un exemple qui n'est pas dans le sport, mais qui est super intéressant, c'est Thomas Pesquet. Parce qu'on ne peut pas dire que pour aller dans l'espace, il y a un facteur génétique. Je pense pas, quoi. Mais depuis qu'il est tout petit, il avait un rêve, c'était d'aller dans l'espace. Il le dit lui-même. J'avais un rêve, c'était d'aller en espace. Il a tout fait pour pouvoir y aller, quoi.
Il a été à Toulouse, il a été dans le truc, il a fait des études et il s'est toujours orienté dans cette voie pour pouvoir aller dans l'espace, quoi. Parce qu'il a tout mis en place pour y arriver. Il a tout mis en place pour y arriver. Et ça fait partie de la préparation mentale aussi, hein. Il a tout mis en place pour y arriver, comme moi j'ai mis en place les choses pour arriver à faire ce que j'ai fait, comme mon GR10 ou tout ça. Mais il faut les mettre. Et ça dépasse le facteur génétique. Il n'y a rien d'impossible. Il faut y croire. Il faut y croire et mettre les choses en place pour y arriver. Comme je le disais pour Thomas Pesquet, comme je peux en être l'exemple peut-être au niveau sportif. Un exemple, parce qu'il y en a beaucoup des exemples, hein. Ça peut être Elon Musk dans le milieu de l'entreprise, ça peut être, enfin voilà, c'est des gens qui ont cru en ce qu'ils faisaient et du coup qui y sont arrivés. Et je pense qu'il faut rester déterminé, il faut croire en soi et il faut passer il faut être passionné, voilà, il faut être passionné ou en tout cas passionné quand on a des collaborateurs ou tout ça. Peut-être qu'on a des collaborateurs qui sont pas passionnés pour ce qu'il faut, mais je pense qu'il y a moyen de les passionner et d'arriver à les passionner. Et après, en mettant en place les éléments et les choses pour y arriver, en préparation mentale, bien évidemment, mais préparation, alors je vais pas dire sportive pour le milieu de l'entreprise, mais préparation environnementale et environnement de travail. Il y a moyen d'y arriver, quoi. Il y a moyen d'y arriver. Il faut être déterminé et croire en ses rêves. Ah ben écoute, merci beaucoup Eric pour ce partage. Merci encore une fois d'avoir pris ton temps. Et puis écoute, à bientôt alors, hein, j'ai envie de te dire. Avec plaisir, Johan. À bientôt. Merci à toi. Merci.